Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle édition de Planète Sport de ce week-end. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Cédric Salut. et Guillaume. Salut. Alors, au programme ce week-end, on a d'abord le combat de MMA entre Conor McGregor et celui que je vais appeler Rabib parce que je vais pas oser prononcer son nom, qui s'est déroulé hier soir avec la défaite à l'arrivée de l'Irlandais et puis une sacrée bagarre à la fin du combat. Donc Cédric va nous parler de ça. Ensuite, Guillaume va nous parler de Formule 1 avec Lewis Hamilton qui est désormais tout près du titre. De la même manière, moi je vais vous parler de la MotoGP, autre page sport mécanique avec cette fois Marc Marquez qui est dans la même position, qui a déjà presque déjà gagné le titre à 4 Grands Prix de la fin. Ensuite, on va parler de deux grands clubs de foot de la scène européenne qui sont en grande difficulté en ce moment, c'est le Real et le Bayern. Le débat du jour, pour enchaîner, ça sera toujours du foot à propos de la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs à venir contre l'Islande et contre l'Allemagne. Et enfin, on va vous donner quelques rendez-vous pour les jours à venir. Ça sera notamment du basket et du rugby. Cédric, je te laisse commencer avec le MMA. Ouais, je commence par ça. Du coup, donc, pour commencer, pour en revenir au fondement de cette histoire, donc, cette nuit, s'est déroulé le combat pour le championnat des poids légers entre Conor McGregor et Rabib Nurmagomedov, excusez-moi pour la prononciation. Donc, à la fin, qui s'est soldé par une victoire de Rabib, on va l'appeler comme ça durant tout, tout tout l'article. Donc, on va aussi revenir sur ce qui a fait cette histoire, la grande rivalité entre les deux hommes. Donc, elle a commencé dès 2016. En fait, pour en revenir au tout début, Conor McGregor boxait dans une catégorie à 145 livres, alors que Rabib à 155. Donc, pour en revenir à l'histoire qui a commencé entre les deux hommes, c'est en 2016 que Conor McGregor est passé dans la catégorie au-dessus, donc la catégorie de Rabib en 155 livres. Et il a directement eu le droit d'aller combattre les champions de cette catégorie-là, étant champion en 145 livres, ce qui n'a pas trop plu à Rabib. Donc pour en continuer aussi dans cette histoire, on a eu, je crois que c'était cette année, donc en 2018, début d'année, non, si début d'année, où Conor McGregor a eu une altercation avec Rabib directement sur un lieu public. Enfin, Rabib était dans un bus, Conor McGregor a lancé une barrière de sécurité sur lui, c'en est venu à augmenter leur rivalité. On a ensuite appris ce combat, donc un des plus grands combats de l'UFC qui a été vendu comme le plus grand combat de l'UFC. Donc pour en venir directement à ce qui s'est passé pendant le combat, donc on pouvait s'attendre à deux styles de combat différents. Donc Conor McGregor qui est très fort sur ses jambes, qui est très fort dans la boxe traditionnelle, qui a un gros impact avec sa main gauche. Et Rabib qui est plus un joueur de sol, donc ils ont une catégorie, enfin ils ont un style totalement différent. On a pu voir durant tout le combat que Rabib a essayé de mettre Conor au sol et une fois Conor au sol, c'était beaucoup plus difficile pour lui parce que il n'était pas dans forcément ce qu'il aimait le plus faire. Et ça s'est fini donc sur une soumission de Rabib, un étranglement où McGregor a dû abandonner. Et là, on peut en venir directement à ce qui s'est passé juste après. Donc, directement après le combat, Rabib a sauté au-dessus de la cage qui entoure le ring pour aller se battre avec le clan de McGregor suite à des insultes d'après lui. Donc c'est un peu parti en cacahuète si je puis me permettre. Tous les policiers ont dû venir intervenir. Des gens du clan de Khabib sont rentrés sur le ring pour frapper McGregor. Enfin, c'était un peu un climat de guerre. On a eu le droit ensuite, après ça, à l'interview du boss de l'UFC, Dana White, qui s'est dit outré par ce qui s'est passé, qui a pas voulu remettre la ceinture de champion à Khabib. C'est parti vraiment très loin, qui a parlé peut-être d'une suspension de Rabib. Et pour en finir avec cette histoire, ce matin, on a eu le droit à un tweet de Conor McGregor en lui disant sobrement bien joué et vivement la revanche. Donc on aura sûrement le droit à une revanche. On verra si ce sera après ou s'il y a suspension de Rabib ou non. Et
on verra la suite de l'histoire au moment du jugement. Ouais, on peut enchaîner avec la Formule 1. Du coup, merci Cédric pour ce point particulier sur l'UFC. Ok, donc moi pour la Formule 1, donc j'en parlais dans ce qu'il y avait à voir la semaine dernière. Et donc il y avait la course ce matin sur l'antenne de Canal+. Le résumé complet est disponible sur le site. Mais globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est la victoire facile de Lewis Hamilton, qui a surtout été bien aidé par les grosses erreurs de Ferrari et de Sébastien Vettel. Tout a commencé en fait en qualification dès samedi, donc dès hier, avec une grosse erreur stratégique sur le choix des pneus. Ça s'est joué à pas grand chose pour Ferrari, mais l'écurie italienne elle a décidé de chausser des pneus intermédiaires, donc pour route mouillée trop tôt, alors que la piste était encore sèche. Et toutes les autres équipes ont pu prendre la route avec les pneus lisses. Et pendant que ces écuries-là ont inscrit leur meilleur temps sur le tableau, Ferrari a dû repasser par les stands, remettre des pneus lisses, ce qui a donc laissé qu'une seule tentative à Raikkonen et à Vettel pour inscrire un bon temps. Et au final, Vettel s'est loupé et termine 9ème de la Q3 et donc part 9ème de la grille. En réalité 8ème puisque plus tard Ocon sera pénalisé de 3 places, mais il part 8ème de la grille. Après en course, l'Allemand a plutôt bien commencé parce qu'il arrive rapidement à prendre la 5ème place et ensuite la 4ème à son coéquipier après que le Finlandais se soit accroché avec Verstappen. Donc Vettel se retrouve derrière Verstappen, 6 ou 7ème tour, si je dis pas de bêtises. Et Vettel décide d'attaquer Max Verstappen dans la spoon curve, mais c'est bien trop serré, surtout que le Néerlandais devait purger une peine de 5 secondes de pénalité pour son accrochage avec Raikkonen, donc le timing est mauvais, la façon de le faire a été mauvaise, ce qui fait qu'il percute Verstappen et il part en tête à queue. Donc Verstappen lui arrive à repartir 4ème, Vettel après cette manœuvre repart à la dernière place, la 19ème place, puisque Magnussen avait abandonné. Donc, il arrive à batailler, il a quand même une bien meilleure voiture que toutes les autres, mais il revient à la 6ème place, la place à laquelle donc il terminera. Et pendant ce temps, c'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a son grand rival, Lewis Hamilton, qui a survolé le circuit, la course, qui a jamais été inquiété, qui a tout gagné. Les essais libres 1, les essais libres 2, les essais libres 3, la phase de qualification, et donc la course avec plus de 20 secondes d'avance sur son coéquipier. Donc voilà, Vettel en fait enchaîne les erreurs depuis le GP d'Allemagne, et grâce à ça, Hamilton peut saisir le titre dès le prochain GP des États-Unis dans 2 semaines, parce qu'il suffit juste qu'il marque 9 points de plus que l'Allemand pour s'adjuger le titre de champion du monde 2018. Transition parfaite avec un autre sport mécanique dont je vais vous parler moi, la MotoGP. Il y avait aussi un Grand Prix en Asie ce week-end, c'était en Thaïlande, donc ça s'est déroulé ce matin. Et ça s'est fini, comme souvent ces derniers mois, par la victoire de Marc Marquez, l'Espagnol, sur la Honda Repsol. Marc Marquez qui, comme Hamilton en Formule 1, est quasi champion. Là, il reste 4 Grands Prix. Il a à peu près 80 points d'avance sur Dovizioso, qui est son dauphin. Et il est en train de rentrer de plus en plus dans l'histoire. On a tendance à dire que Valentino Rossi, Il Doctore, comme on l'appelle, est le meilleur pilote de MotoGP de tous les temps. Je pense qu'on va vite pouvoir mettre Marquez dans les débats. Il faut savoir que l'Espagnol a déjà été champion du monde de MotoGP en 2013, 2014, 2016 et 2017, c'est-à-dire 4 titres en 5 saisons de MotoGP, puisqu'avant, il avait déjà gagné des titres dans les catégories inférieures, celui de la Moto 2 en 2012 notamment. Uniquement en MotoGP sur ces 5 saisons et 5 et demi, puisque la 6e n'est pas tout à fait finie, Marquez, c'est 50 pole positions et 42 victoires en Grand Prix. C'est juste énorme. Là, cette saison, on attendait une grosse bataille, notamment avec les Yamaha, avec Rossi et Viñales. Finalement, il a tué le suspense assez tôt. Ce week-end encore, il est revenu de nulle part parce que il s'était un peu raté sur les essais libres. Donc, le protocole en MotoGP veut que, quand c'est le cas, il faut passer par un
un espèce de barrage, une première séance de qualification dont sont exemptés les meilleurs pilotes des essais. Lui a dû passer par là, au contraire de tous ses adversaires. Et au final, malgré ça, il a quand même réussi à aller chercher la pole position. Et même si on ne peut pas dire qu'il ait fait en soi un Grand Prix extraordinaire aujourd'hui, c'était un Grand Prix assez tactique, tout le monde avait finalement chaussé plus ou moins les mêmes pneus, il n'y avait pas beaucoup d'écart, etc. Et ben, dans les derniers tours, c'est encore lui qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Il double Dovizioso dans le dernier tour, il a failli se faire doubler juste avant la fin, mais il a réussi encore à trouver la bonne trajectoire pour rester devant et gagner ce Grand Prix et s'envoler vers le titre. Donc là, la saison 2018 va bientôt toucher à sa fin. Comme j'ai dit, il reste 4 Grands Prix. Il y a un enseignement majeur que j'ai envie de retenir aussi de cette saison, c'est les défaites consécutives de Yamaha, qui est historiquement le grand rival de Honda et une des deux meilleures écuries de MotoGP, qui cette année a été bien loin du compte, même devancé par Ducati, puisque c'est Dovizioso qui est deuxième au général, que Lorenzo a gagné pas mal de Grands Prix. Donc là, il va y avoir une grosse remise en question du côté des Yamaha, de Rossi et Vignales. Yamaha, c'est aussi l'écurie du français Zarco, qui n'a pas une machine usine, comme on dit, mais un second degré, quoi. Il est dans Yamaha Tech 3. Et lui va changer d'équipe pour la prochaine saison. Il a signé chez KTM, ce qui me laisse un peu dubitatif, puisque cette saison, le meilleur pilote de KTM, c'est Espargaro, qui n'est que 17e au classement. Donc voilà, ça c'était juste pour conclure ma page MotoGP, pour dire qu'il y a un Français dans le coup, mais que voilà, c'est un grand espoir de la MotoGP qui, jusqu'à présent, a encore du mal à confirmer au plus haut niveau. J'enchaîne donc pour finir la page sur les résultats à retenir de cette semaine sportive. 2 grands clubs de foot qui sont en grande difficulté. Le premier en Allemagne, c'est le Bayern, qui a l'habitude de marcher sur la Bundesliga depuis des années. Là, ils sont dans une séquence très compliquée. Ça a commencé par un nul à domicile contre Augsbourg, puis une défaite à l'extérieur à Berlin. En Ligue des Champions cette semaine, un match nul assez désastreux à domicile contre l'Ajax, où ils auraient clairement pu perdre. Et le clou du spectacle, on va dire, ce week-end, défaite 3-0 à domicile contre Mönchengladbach, le Borussia, où ils se sont pas créés d'occasion, ils n'ont pas été dangereux. Le Bayern, offensivement, c'est 2 buts marqués en 4 matchs, là, sur les 4 derniers matchs. Tout le monde le dit, y compris Kimmich en conférence de presse, qu'ils arrivent même pas à se créer d'occasion. C'est même pas un manque de réalisme, c'est qu'il manque des automatismes. Cette période coïncide aussi avec la blessure de Tolisso. Alors ça fait peut-être pas tout, mais reste qu'il manque de la créativité au Bayern. Niko Kovac, qui est le nouvel entraîneur, est déjà en danger. Alors bon, on peut dire que c'est normal qu'ils aient du mal à mettre les choses en place, etc., et que ça va vite s'améliorer. Mais enfin, les résultats quand même s'accumulent. Le Bayern est déjà à 4 points de Dortmund après seulement 7 journées de championnat. Donc voilà, il va vite falloir se reprendre. Peut-être que la trêve internationale va leur permettre de travailler correctement, parce que Niko Kovac jusqu'à présent n'a pas réussi à mettre en place ses fondamentaux et critiqué au sein même de son groupe. Je pense notamment à James Rodriguez, qui est un peu un caillou dans la chaussure, qui n'est pas content de son temps de jeu. J'enchaîne enfin avec le Real Madrid en Espagne, qui est aussi dans la difficulté. Alors la série offensive est encore pire, puisque c'est aucun but marqué sur les 4 derniers matchs. Une défaite dans le temps additionnel ce week-end contre Alaves. Le petit Deportivo Alaves, qui désormais, après 8 matchs, est ex-aequo au classement avec le Real, 14 points. Le Real, qui avait déjà perdu 3-0 contre Séville, qui avait fait nul 0-0 contre l'Atlético, et qui cette semaine n'a pas réussi à gagner contre le CSKA Moscou en Ligue des Champions. Donc pareil, on est dans une série bien négative pour les hommes de l'OPT, qui est lui aussi arrivé cet été à la place de Zidane et qui a encore du mal à mettre les choses en place, notamment offensivement. La perte de Ronaldo, elle est colossale, on le voit dans le rendement offensif. Benzema et Bale, ils sont pas au niveau.
Après, c'est des jeunes joueurs, Vinicius, Ceballos, tout ça, ils y sont pas encore. Donc là aussi, il va falloir vite travailler pour éviter de se plonger dans une crise. Heureusement pour eux, le Barça n'avance pas plus vite en championnat et égalité de points avant son match de ce soir à Valence. Il pourrait prendre 3 points d'avance, mais enfin, il n'y a pas le feu au lac non plus en championnat. Il n'en reste pas moins que le public commence à s'impatienter du côté du Real. Hein. Je sais pas, Cédric, si tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet, peut-être. Euh, que dire de plus? À part que oui, on sent vraiment la perte de Ronaldo, on sent que c'était un leader qui l'a permis de mettre en lumière des gens comme Benzema qui, comme on l'a souvent dit, n'est pas un pur buteur et qui sera jamais un pur buteur capable de finir toutes les actions. Il est plutôt dans un rôle qui fait briller ses coéquipiers autour de lui. Que dire de plus? Que dire de plus? Je ne sais pas. Peut-être avec le temps, peut-être avec des automatismes, peut-être avec un déclic. Je sais pas trop, mais c'est des situations qui sont assez complexes, que ce soit le Real ou que ce soit le Bayern. On va voir avec le temps. Ok, donc ça c'était pour la partie foot. On va rester dans le foot d'ailleurs pour notre petit débat du jour. Hein. C'est pas non plus un sujet, c'est pas une affaire d'État, on va dire, mais on va revenir sur la liste de Didier Deschamps de l'équipe de France pour les 2 matchs à venir. On rappelle qu'il y aura un amical contre l'Islande, puis le match retour de la Ligue des Nations contre l'Allemagne. Alors qu'il y avait eu 0-0 en Allemagne il y a quelques semaines. Sans surprise, Didier Deschamps a conservé l'ossature du groupe champion du monde. Seulement, il y avait des remplacements à faire dans le cadre des blessures. Je rappelle donc que Benjamin Mendy, latéral gauche, était forfait, que Samuel Umtiti, défenseur central, était forfait, que Corentin Tolisso était forfait, comme je le disais tout à l'heure pour le Bayern, rupture des ligaments croisés, une absence très longue malheureusement pour lui, alors qu'il était un peu dans la forme de sa vie. Et encore en défense centrale, il paraissait évident qu'il fallait changer Adil Rami, qui est dans une méforme totale en ce moment. Donc, pour les remplacer, 4 nouveaux qui n'en sont finalement pas. C'est Mamadou Sakho et Kurt Zouma en défense centrale. C'est Tanguy Ndombele au milieu de terrain et c'est Lucas Digne en tant que latéral gauche. Donc on a rappelé les anciens, les seconds couteaux, les remplaçants, au lieu d'intégrer des nouveaux. Voilà, c'est un peu ça le débat du jour. Est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que c'était l'occasion de faire venir des nouveaux joueurs? Ouais, enfin, moi là, je me permets une question, c'est que au vu de l'âge moyen de l'équipe de France qui a été championne du monde, est-ce que tu as forcément besoin de faire rentrer des nouveaux joueurs? Surtout que là, c'est pour bricoler parce que il y a des absents. J'aurais tendance. Ouais, vas-y Cédric, vas-y. Est-ce que c'est pas justement un bon moment pour faire rentrer des jeunes joueurs? Parce qu'on joue sans. Enfin, on peut dire il y a la Ligue des Nations, mais ça reste des matchs amicaux plus. Personne n'a joué à 100%. C'est peut-être le moment de faire rentrer des nouveaux joueurs qui jouent, contrairement à forcément. Enfin, faut voir les performances de Mamadou Sakho, de Kurtzuma, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas. Moi, j'aurais rentré des jeunes joueurs, c'est peut-être le moment. C'est ce qu'il a fait avec Ndombele, par exemple, qui est ces dernières semaines pas forcément dans la forme de ça, qui est un peu sur courant alternatif, mais ça lui fera du bien d'aller voir un peu l'équipe de France la vraie, alors qu'il jouait en jeune. Pour moi, il y a quand même un nom principalement qui pose question dans cette liste, c'est Aymeric Laporte. Il est titulaire en défense à Manchester City. Euh, enfin voilà, il a l'âge qu'il a, il a beaucoup de promesses d'avenir. On en parlait déjà en équipe de France quand il était à Bilbao. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il attend une convocation. Au final, à chaque fois, on le laisse sur la touche. Tout ça pour rappeler que Mamadou Sakho, qui certes a un vécu qui peut apporter des choses aux jeunes dans le groupe, etc. Je veux bien l'entendre, mais Mamadou Sakho, il joue à Crystal Palace. Sportivement, on peut pas dire que il soit au niveau d'Aymeric Laporte en termes de ce qu'on lui demande à l'entraînement tous les jours et ainsi qu'en match, quoi. Après, justement, tu parles du match. Est-ce que
dans une optique où la France joue sans le ballon, donc doit défendre sa surface. Manchester City joue avec la possession. Ils ont peut-être 80% de possession par match. Laporte, il défend pas beaucoup sa surface, ils sont pas beaucoup inquiétés. Alors que je pense que Sakho, à Crystal Palace, lui, il voit beaucoup la balle dans sa surface, typiquement. Ouais, du coup, dans la logique à court terme, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est pas l'occasion aussi de faire travailler Aymeric Laporte sur ces points-là pour s'en servir dans les années à venir? Moi, je me dis quand même que c'est quelqu'un qui mérite qu'on l'appelle, que Laurent Koscielny a déclaré qu'il reviendrait plus en bleu. Donc, derrière Varane Umtiti, alors certes, il y a Kimpembe, certes, Didier Deschamps n'aime pas trop, il aime bien avoir ses deux droitiers, ses deux gauchers. Avec Umtiti Kimpembe, on a déjà deux gauchers. Mais voilà, Laporte pourrait dépanner aussi en tant que latéral. Je sais pas. Moi, j'aurais bien aimé le voir, en tout cas, voilà. Après, dans les autres joueurs, bon là, Kurtzuma, lui, on peut comprendre parce que c'est un droitier, qu'il est relativement jeune, donc là pour le coup, il pourrait s'installer en tant que remplaçant de Varane dans les prochaines années, ça pourquoi pas. Maintenant, il y a encore une autre question qui, pareil, Lucas Digne. Voilà, pourquoi faire revenir Lucas Digne? Est-ce que tenter un Ferland Mendy, etc., dans le même registre que Ndombele, parce qu'il n'aura pas forcément beaucoup de temps de jeu, ça sera Lucas Hernandez le titulaire. Mais voilà, pourquoi? Enfin, est-ce que ça aurait pas été intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, de l'incorporer au groupe, de lui faire découvrir l'équipe de France, quoi. Ou même de prendre Aymeric Laporte dans ce rôle-là, qui est capable de jouer défenseur latéral, ce qu'il fait à City assez souvent sur ce début Oui de aussi. saison. Il est clairement capable de jouer à ce poste-là, il a clairement les qualités pour. Donc pour jouer remplaçant de Lucas Hernandez, à mon avis, il n'y aurait pas eu de gros problèmes vis-à-vis de ça. Et c'est quand même une personne qui tend à être un très très bon joueur, étant donné qu'à son âge, je sais plus exactement quel âge il a, mais il joue déjà titulaire à Manchester City, qui est une, voire la meilleure équipe en Angleterre en ce moment. Donc, c'est une absence qui est un peu injustifiée pour moi. C'est un peu le Faut- Bah, laisser de on en côté. re- Ouais, on en revient aussi un peu bah, à cet esprit très cartésien de Deschamps qui aime bien, on a l'impression qu'il n'aime pas trop changer, quoi. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on voit que par exemple, entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de changements dans le groupe, etc. Mais voilà, dans ces situations-là, on le sent toujours un peu frileux à reprendre des joueurs sur lesquels il peut compter. Je me demande si c'est pas aussi un peu de rancune, parce que souvent, ces derniers mois, sur l'annonce des listes, il y avait toujours des réactions un peu énigmatiques d'Aymeric Laporte sur les réseaux sociaux qui postait trois petits points avec des émoticônes un peu interrogateurs, etc., qui s'attendaient, qui pensaient mériter être dans la liste, qui au final n'y étaient jamais. Est-ce que c'est aussi le genre de choses qui n'ont pas plu à Deschamps et qu'il privilégie l'humain au sportif, peut-être? Après, est-ce que là, pas on crée une polémique, mais est-ce qu'on s'attarde pas sur quelque chose qui va être anecdotique, vu que c'est un match amical contre l'Islande et un match de Ligue des Nations contre l'Allemagne? Cédric a rappelé que la Ligue des Nations, c'était juste un match amical plus. Euh, pour vraisemblablement des mecs qui, si je dis pas de bêtises, seraient remplaçants, enfin joueraient derrière d'autres mecs, donc qui vont jouer peut-être un quart d'heure dans le match. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Donc est-ce que 5 jours à Clairefontaine, c'est si dramatique? Je sais pas si... tu vois, c'est pas comme si c'était une préparation d'une grande compétition ou des choses comme ça, quoi. Là, c'est 5 jours à Clairefontaine, au milieu du mois d'octobre. Non, mais c'est pas dramatique. La seule chose, c'est que ça devient récurrent. Donc, pour Laporte, en tout cas, c'est que ça devient récurrent, que le bonhomme a quand même les capacités pour jouer, a le niveau pour jouer, et qu'on l'appelle pas. Ça dure depuis 2 saisons maintenant, quand même, hein. C'est un peu symbolique, quoi. C'est pas dramatique, comme tu le dis, mais c'est symbolique. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Ok, ok. Ouais, donc je pense qu'on a fait le tour là du coup pour ce débat-là. On va conclure le podcast avec les événements de la semaine à venir. Guillaume, le basket. Le basket, toujours le basket, hein. Avec moi on peut pas faire un podcast sans basket. Alors cette semaine en fait ce qui va démarrer c'est la Basketball Champions League, donc c'est le concurrent à l'Eurocup qui a déjà démarré la semaine dernière.
Et donc dans cette Basketball Champions League, il y a 4 groupes, et dans ces 4 groupes, on retrouve à chaque fois un club français. Donc rapidement, je vais parler des chances des clubs français de s'extirper ces groupes. Donc c'est des groupes de 8, les 4 premiers passent en play-off, les 5e et 6e passent en play-off de la FIBA Europe Cup, un peu de ce qui se fait de manière analogue avec la Champions League au foot et la Ligue Europa. Et les 2 derniers sont éliminés. Donc premier groupe, on retrouve Le Mans qui devra batailler parce qu'ils ont quand même un groupe assez dense, mais vraisemblablement devrait sortir la plus grosse équipe dans leur groupe, c'est Banvit, les Turcs qui avaient éliminé Monaco il y a 2 saisons et qui s'étaient fait éliminer par Monaco la saison dernière en quart de finale. Sinon, excepté ça, on retrouve Avellino qui est l'équipe qu'on connaît parce que Strasbourg a joué plusieurs saisons contre cette équipe, mais sinon ils vont batailler, ça va pas être facile, mais ils devraient quand même vraisemblablement sortir, au moins 2e ou 3e. Après, dans le groupe B, on retrouve Nanterre, qui a un peu de mal en championnat, qui est toujours une équipe qui a des hauts et des bas, on va dire. Et donc là, dans leur équipe, des équipes qui peuvent être embêtantes. Dans leur groupe, par exemple, des équipes qui peuvent être embêtantes, il y a notamment Tenerife, la grosse équipe espagnole. Le PAOK, grosse équipe grecque aussi, et Telecom Bonn ou Venise qui peuvent les embêter. Mais si Nanterre est sérieux et va pas perdre des points à droite à gauche, notamment à Fribourg ou en République tchèque, ils auront là aussi les moyens de passer, sûrement pas en tête de série, mais la 3e ou la 4e place. Et au pire, ils redescendront en FIBA Europe Cup qu'ils avaient gagné il y a 2 saisons. Enfin, 3e groupe, la JDA Dijon, pareil, équipe un peu surprise qui se retrouve ici. Là, moi, j'ai des gros doutes au fait qu'ils passent, parce que dans leur groupe, on retrouve l'AEK, Athènes, qui avait fait le Final Four l'année dernière et qui a même gagné la compétition la saison dernière. On retrouve aussi Brose Bamberg, ancienne équipe d'Euroleague, d'Eurocup, une équipe allemande qui est très structurée, qui est très très forte. Ensuite, ils devront aller chez les Tchèques de Nîmes-Bourg. Là aussi, une grosse équipe qui joue dans la VTB League, donc ça va être difficile. Et la Poel Jérusalem qui reste aussi un grand candidat israélien. Donc ça va pas être facile et puis sans compter Fuenlabrada et Anvers. Donc ça va être un groupe très dense, très compliqué pour la JDA de sortir. Ils pourraient même ne pas sortir en FIBA Europe Cup, ce qui serait peut-être mieux pour leur saison, parce que jouer sur les 2 tableaux pour une équipe comme Dijon, c'est difficile, et ils vont perdre des plumes en championnat et en Champions League. Et enfin, dernier groupe, on retrouve donc la SIG Strasbourg, qui devrait passer, même s'ils sont diminués. Le match de mercredi va peut-être être difficile parce qu'ils jouent avec 8 pros et un espoir. Ils bricolent à l'intérieur surtout, mais dans leur groupe de seuls dangereux, il y a peut-être le Besiktas et encore. Neptunias Klaipėda en Lituanie, c'est toujours difficile d'aller jouer en Lituanie. La SIG s'est régulièrement fait piéger dans les pays baltes. Sinon, après, une équipe slovène, l'équipe grecque n'est pas la meilleure. Donc, il y a vraiment la place. Faudra se méfier de Bologne aussi, mais sinon il y a vraiment la place pour terminer première de son groupe. Même si la SIG en Coupe d'Europe, on sait jamais. Ils sont quand même allés perdre des matchs qui semblaient faciles et gagner des gros matchs à l'extérieur. Donc difficile à dire, mais voilà, ça démarre dès mardi. Et donc mardi, mercredi, les 4 équipes françaises seront en lice. Ok, moi je vais vous parler de Coupe d'Europe aussi, en rugby par contre. Là aussi, les clubs français, plus qu'en basket d'ailleurs, encore ont de grandes chances d'aller au bout. Je pense par exemple au Racing 92 qui était finaliste l'année dernière, qui a buté sur le Leinster. Le top 14 se dit souvent être le meilleur championnat du monde. Pour autant, ça fait quelques années que le titre n'est plus revenu à un club français. Peut-être aussi à l'image de la Première Ligue en foot, parce qu'il y a tellement d'intensité dans le championnat national que c'est compliqué d'être compétitif sur les 2 tableaux. Très compliqué d'aller au bout sur les 2 tableaux. On l'a vu l'année dernière, justement avec le Racing, qui est allé du coup en finale de Coupe d'Europe et qui finalement a failli sur les derniers matchs de la saison en France, puisqu'ils perdent en demi contre Castres. Donc voilà, c'est très compliqué chaque année pour les clubs français de jouer les 2 compétitions. Et il y a une énorme densité, autant en France qu'en Europe. C'est ça qui est bien aussi avec cette Coupe d'Europe de rugby, c'est qu'on a du mal à donner des favoris, même si comme chaque année,
On retrouvera probablement dans les meilleures équipes les Irlandais du Leinster, tenants du titre. Les champions d'Angleterre, les Saracens, 3 fois champions d'Angleterre sur les 4 dernières années, qui ont aussi gagné plusieurs fois la Champions Cup ces derniers temps. Du côté français, très difficile de dire laquelle des équipes a le plus de chance, mais beaucoup ont leur chance en tout cas. Je pense à Toulouse, malgré tout, qui a, même s'ils ont hérité d'un groupe difficile, hein, avec le Leinster, les Wasps et Bath, le Racing, évidemment, je l'ai dit, finaliste en titre, qui devra batailler aussi, mais un peu moins. Ça sera Clannickley, l'Ulster et les Anglais de Leicester. Toulon, on a du mal à savoir, là, au vu de leur début de saison un peu chaotique, s'ils vont arriver à relever la tête en Coupe d'Europe, parce qu'en 14, c'est pas la joie. Et le truc, c'est que finalement, la meilleure équipe française du moment, comme je le disais dans mon podcast de la semaine dernière, c'est Clermont, qui, au vu de sa mauvaise saison de l'année dernière, n'est pas qualifié pour cette compétition. Donc c'est un peu dommage, ça. Ensuite, ouais, voilà, je finirai juste par parler de Castres, champion de France en titre, qui est toujours un peu l'éternelle surprise, mais qui, pour cette toute petite ville, se maintient comme un excellent club, qui devra aussi lutter dans cette Coupe d'Europe. Ils sont jamais allés très loin en Coupe d'Europe. Ben, peut-être que c'est l'année de franchir ce cap. Ils auront dans leur groupe quand même les Irlandais du Munster, les vice-champions d'Angleterre, Exeter, et Gloucester aussi en Angleterre. Donc, en fait, il y a de toute façon pas de poule facile. Tous les matchs vont être compliqués dans cette compétition pour les clubs français. Et voilà, encore une fois, difficile de dire dans quelle mesure ils vont faire tourner pour conserver de l'énergie et dans quelle mesure ils vont jouer la compète à fond. En tout cas, voilà, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner et qui va être champion d'Europe cette année. C'était le dernier sujet du podcast. Et voilà, on va se quitter là-dessus en espérant que ça vous ait plu, que vous nous retrouverez les semaines prochaines, puisque Planète Sport, c'est tous les week-ends, ce podcast. Et donc voilà, on va se quitter. On va remercier Cédric et Guillaume. Et puis moi, je vous dis salut. Ouais, Yes, salut ciao. les mecs.